Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition. Le titre de l'actualité de ce dimanche 12 décembre. À la une, le Premier ministre, chef de gouvernement, poursuit son séjour de travail dans la sous-région. À Abuja, Mohamed Beavogui a transmis le message de fraternité du président Mamadi Doumbouya à plusieurs chefs de délégation de la CEDEAO. Santé, le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine vient d'être gratifié d'un brevet au Congo-Brazzaville. C'est dans le cadre des progrès réalisés pour la prise en charge des patients. Et puis, promotion des droits des enfants, les populations de Kérouané décident d'abandonner l'excision et le mariage précoce, des pratiques néfastes à la santé des femmes et des jeunes filles. Voilà pour le titre encore une fois, bienvenue à tous. Le Premier ministre Mohamed Beavogui poursuit son séjour de travail dans la sous-région. À Abuja, où se tient ce dimanche le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, l'émissaire du président du chef de l'État a transmis à plusieurs chefs de délégation le message de fraternité du colonel Mamadi Doumbouya. Envoyés spéciaux au Nigeria, Kamara Aboubakar, Abdelaziz Diallo et Hadi Kamara. Cet immeuble dressé au cœur d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille les délégations du sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en abrégé. Dans les salons, la Guinée mène une diplomatie active au nom de la fraternité des peuples. Le Premier ministre chef de gouvernement est reçu par plusieurs chefs d'État, dont le président du Niger. Le Premier ministre a bien transmis le message du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. C'est un message très clair de fraternité et d'amitié du peuple guinéen vis-à-vis de tous les peuples de la CEDEAO. Le message du colonel Mamadi Doumbouya est transmis à tous les pays amis. Le Nigeria cerne parfaitement la situation en Guinée. Le gouvernement de Guinée, c'est plus ou moins cela, la coopération CEDEAO avec la Guinée. Au quartier général de la commission de la CEDEAO, les échanges entre le Premier ministre Mohamed Beavogui et le président Jean-Claude Kassibrou sont dynamiques dans une ambiance détendue. Les dernières évolutions de la situation sociopolitique en Guinée sont partagées. L'accompagnement de la Guinée pour une transition réussie est la préoccupation de tous. À Conakry, fin des travaux des journées de réflexion sur la formation professionnelle et l'emploi. C'est pour engager les partenaires financiers et techniques de la Guinée dans la mise en œuvre d'une offre de formation de qualité. Explication Komara Moussa. Pour sa première édition, les journées de la formation professionnelle et de l'emploi ont répondu à toutes les attentes. Le diagnostic du secteur est fait, des solutions sont proposées par les spécialistes et des actions prioritaires sont ciblées. Cette thématique, animée par des grands panélistes, ont permis de comprendre les enjeux et les opportunités qu'offre la formation professionnelle. Nous avons eu plusieurs partenaires techniques et financiers qui se sont engagés avec nous pour les prochaines années à investir dans l'éducation, surtout dans la formation professionnelle. Beaucoup d'entreprises du secteur privé, une quinzaine je crois, se sont engagées à signer des conventions directement avec les écoles afin non seulement de participer au conseil d'établissement, mais aussi d'investir et d'avoir des rapports, des relations plutôt d'apprentissage et d'alternance avec ces écoles-là. Des entretiens directs avec les étudiants, des ateliers de réflexion sur la problématique des stages, il y en a eu. L'occasion pour les acteurs d'insister sur la valorisation de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la diversification de l'offre de formation en lien avec les besoins de l'emploi. Il faut innover quand on est dans l'entrepreneuriat. Donc j'encourage les jeunes qui s'y mettent et qu'ils aient d'abord l'amour de ce métier-là. L'organisation de ces journées ravive les partenaires qui affichent leur soutien aux autorités. L'ONUDI, bien entendu, a le plaisir d'œuvrer auprès de votre département justement pour renforcer très prochainement les capacités de quelques pilotes en matière d'intégration des technologies telles que les drones avec les cursus de formation qui vont avec, en rapport avec le département bien entendu de l'agriculture. Ces journées de réflexion sont sanctionnées par des recommandations, entre autres, réformer la formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, prioriser l'apprentissage du numérique,
et augmenter le budget du département pour espérer favoriser l'employabilité des jeunes. La création de 10 lycées techniques est annoncée. Et puis, la Guinée célèbre en différé lundi la journée mondiale de la population. L'événement est commémoré cette année sous le thème « Les droits et les choix sont la réponse ». Qu'il s'agisse de baby boom ou de récession, la solution consiste à donner la priorité à la santé reproductive et aux droits pour tous. À propos, voici la déclaration du ministre de l'économie et des finances et du plan, commentée par Maïmouna Bella Diallo. En Guinée, selon une étude de l'UNFPA datant de mars 2020, 22% des femmes en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Seulement une femme en union sur 10 utilise une méthode contraceptive moderne. Pourtant, l'accès à la planification familiale volontaire et sans danger constitue un droit fondamental. D'où le thème de cette année, les droits et les choix sont la réponse, qu'il s'agisse de baby boom ou de récession. La solution consiste à donner la priorité à la santé reproductive et aux droits pour tous. La pandémie de Covid-19 a révélé une fois encore les faiblesses des systèmes de santé dans le monde et causé de graves dysfonctionnements ainsi que des défis liés aux approvisionnements et à la coordination des systèmes d'information qui ont affecté les services de santé sexuelle et reproductive. À l'occasion de cette journée mondiale de la population, nous devons agir pour remédier à cette situation. La santé reproductive est un axe prioritaire de la politique de réforme du système de santé guinéen. Avec des partenaires techniques et financiers comme l'UNFPA, la problématique est prise à bras le corps. Par ailleurs, je voudrais rappeler l'engagement des nouvelles autorités sous le leadership de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, à garantir le droit à la santé reproductive pour chaque personne partout dans le pays. La journée mondiale de la population célébrée en différé sera couplée au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale en 2021. Les partenaires techniques et financiers de la Guinée multiplient les contacts avec le gouvernement. Le ministre de l'administration du territoire a échangé avec les représentants du PNUD et de l'UNFPA. Des entretiens axés sur les questions de décentralisation et des viols répétés dans le pays. Bakary Bamba Kondi. Le Fonds d'équipement des Nations Unies dans l'atteinte des objectifs du millénaire appuie les pays moins avancés sur les approches innovatrices de gouvernance locale et de microfinance. Le PNUD de son côté est un partenaire majeur de la politique de décentralisation en Guinée. Cette audience a permis de faire le point sur le processus de décentralisation en Guinée. On a échangé un peu sur l'avancée de la décentralisation en Guinée, les points forts et les points aussi qu'il faut revoir dans un futur proche. Notre idée, c'est d'accompagner maintenant dans ce futur proche dont je viens de dire, sur comment adresser la lettre de politique de la décentralisation et essayer de voir comment la mettre en œuvre, puisqu'en réalité, on pense que sa mise en œuvre, c'est maintenant que elle va peut-être bientôt démarrer. Depuis son arrivée à la tête du département, le ministre de l'administration du territoire travaille pour apporter des innovations à la politique de décentralisation en Guinée. Et nous avons discuté essentiellement par rapport un peu à la volonté que j'ai toujours exprimée depuis ma prise de fonction, qui consiste à faire de l'ANAFIC le seul outil de financement et de développement à la base. Et à l'interne de cet outil, nous allons avoir plusieurs guichets, notamment liés au Fonds de développement local, au Fonds de développement des communes de Conakry et au Fonds national de développement local, mais aussi notre guichet qui sera le guichet financement extérieur et des ressortissants. Donc avec ces émissaires du PNUD, nous avons discuté de la possibilité d'un passage à l'échelle du projet AGREM. Le projet AGREM est un projet qui a accompagné certaines collectivités minières, mais également nous avons discuté de la nécessité aujourd'hui de revoir la lettre des politiques nationales de la décentralisation et du développement local, qui est quand même un outil assez important dans le processus de décentralisation de notre pays.
De son côté, la représentante de l'UNFPA en Guinée est venue saluer les efforts des autorités guinéennes dans la lutte contre des cas récurrents de viol. Elle sollicite également des synergies plus dynamiques et des mesures plus contraignantes pour freiner la pratique. La représentante de l'UNFPA a profité de cette audience pour parler du recensement général des populations et de l'habitat qui a lieu tous les 10 ans. En Guinée, le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à 2014 et le prochain aura lieu en 2024. Les deux personnalités ont alors discuté de la planification de ce recensement qui démarre en janvier 2022, 2 ans avant l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au cœur d'une rencontre virtuelle à Conakry. Des recommandations sont faites à l'endroit de l'État pour une meilleure politique fiscale. Reportage signé Lancé Kamisoko Mounir Bari. Comment améliorer la politique fiscale pour une meilleure transparence des finances publiques et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale? Par visioconférence, des acteurs issus de plusieurs pays africains partagent leur expérience. L'objectif de l'État guinéen, à travers la Direction nationale des impôts, est de permettre aux autorités de la transition de favoriser le climat des affaires aux investisseurs locaux et étrangers. L'État renonce parce que l'État veut envisager des politiques fiscales, veut rendre une zone viable et veut aider certains contribuables. L'État renonce à des recettes fiscales qui deviennent des coûts qui doivent être évalués chaque année pour le budget. D'après les derniers rapports, les États africains perdent des milliards en matière de dépenses fiscales. Sans concurrence fiscale, on n'aurait jamais parlé de dépenses fiscales. L'essentiel, c'est de savoir comment maîtriser ces dépenses fiscales, mais ce n'est pas mettre fin à ces dépenses fiscales. En Guinée, plusieurs entreprises et sociétés minières évoluent sur le terrain. Pour une meilleure incitation fiscale et plus d'attractivité, l'État renonce à certains privilèges dans la dynamique de promouvoir un environnement propice aux investissements. Le colloque auquel nous assistons aujourd'hui est en train de porter la réflexion un peu plus loin. Est-ce qu'il suffit de faire des exonérations fiscales? Je demande au gouvernement de faire attention à leurs instruments d'incitation. Il faut tout simplement analyser les secteurs, analyser les besoins avant d'accorder les exonérations fiscales. En collaboration avec la Direction nationale des impôts, la plateforme Héritage met les bouchées doubles pour la mobilisation optimale des recettes en vue de réaliser des infrastructures sociales de base afin de booster le développement. À Mamou, fin de la phase pilote de la caravane des acteurs de sous-traitance et du contenu local. Après cet échange d'expérience avec les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, il sera question désormais de formaliser plusieurs PME afin de réduire le chômage dans le pays. Valérie Talimane. À Mamou, l'entrepreneuriat prend progressivement son élan. Et pour le valoriser, des jeunes bénéficient de l'orientation de la caravane de sous-traitance afin de réussir les projets. Aujourd'hui, ces gens en retour, nous sentons qu'il y avait un besoin qui était là. Nous sentons quand même qu'au-delà de tout ça, il y avait des informations les plus banales qu'ils n'avaient pas à leur niveau. Et aujourd'hui, je pense que c'est une excellente chose. La plupart des PME que nous avons rencontrés nous ont dit « Ah bon, nous sommes réfractaires aux banques parce que les banques ne nous accompagnent pas. » À travers les panels, les participants sont édifiés. Ils disposent désormais d'informations utiles quant à l'accès au crédit. Pour nous, les jeunes entrepreneurs qui sont à l'intérieur du pays, qui ont aujourd'hui, n'est-ce pas, la difficulté d'enregistrer leurs différentes entreprises, l'APIP nous a expliqué des opportunités qui existent pour nous, les jeunes entrepreneurs qui sont à l'intérieur du pays. À travers l'intérêt suscité par cette caravane, la bourse de sous-traitance et de partenariat veut diversifier ses stratégies pour toucher toute sa cible. Ce qu'on va faire lorsqu'on va rentrer au bureau, parce qu'on a 1200 entreprises qu'on a déjà enregistrées, on va les contacter, voir comment renforcer leurs capacités, comme on leur a dit, qui est d'ailleurs notre mission et nos objectifs, renforcer leurs capacités et les accompagner jusqu'au processus de financement. L'objectif de la BSTP, c'est vraiment de couvrir tout le territoire avec les partenaires dans le cadre de la promotion, le développement, le renforcement du contenu local. La promotion du contenu local constitue un des moyens efficaces de création des PME, ce qui pourrait permettre de réduire le taux de chômage en Guinée.
Dans l'actualité également, tenue de la revue annuelle du comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Les participants ont évalué les activités menées dans le secteur minier de 2019 à 2020. Satawel Kamara, compte rendu. Au cours de cette rencontre, il est question de présenter la nouvelle équipe dirigeante de l'ITIE Guinée. Un comité qui a désormais en charge de piloter les activités de l'initiative pour la transparence des industries extractives du pays pour les prochaines années. Le président de ce comité entend mettre en place une stratégie pour permettre à la Guinée de respecter ses engagements dans ce secteur du développement. L'ITIE est un excellent outil pour le peuple de Guinée qui permet aujourd'hui à nos populations, nos collectivités d'être informées sur leur dû et si à la limite aussi apprécier les efforts du gouvernement à travers les travaux abattus par l'ITIE Guinée. L'ITIE est une norme internationale de bonne gouvernance dans le secteur minier, pétrolier et gazier pour le développement durable. L'adoption du procès verbal de la réunion du 29 septembre passé avec les membres de ce comité et l'examen de la proposition d'extension du délai de la production des rapports de l'ITIE Guinée 2019-2020 ont été également débattus au cours de cette réunion. Nous sommes en train de voir en sorte qu'on puisse faire une demande de prorogation pour que ce délai de publication soit un peu reporté. Mais 3 mois nous suffisent pour terminer le travail. Les sociétés sont donc demandées à déclarer ce qu'elles ont eu à verser au niveau des caisses de l'État. C'est ça l'assurance pour les sociétés qui doivent contribuer nécessairement au niveau local pour que au moins les retombées soient au niveau des zones impactées par l'exploitation minière. Les prochains jours, les membres du comité de pilotage de l'ITIE Guinée vont se retrouver à nouveau pour examiner les informations sur les activités des sociétés minières évoluant en Guinée avant la publication du prochain rapport en 2022. Deuxième grand titre de ce journal, lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. La Guinée a l'honneur au Congo-Brazzaville où le pays vient d'être gratifié d'un brevet. C'est à l'issue des progrès réalisés pour l'amélioration de la prise en charge des patients de la maladie du sommeil. Ce résultat intervient après des essais cliniques de 2 nouvelles molécules. Reportage Saham Ratolno. Depuis 2019, la Guinée et plusieurs autres pays africains participent aux côtés des chercheurs du monde à des essais cliniques du fexinidazole et de l'oxaborol, 2 nouvelles molécules de traitement de la maladie du sommeil. À Kinshasa, l'institution d'INDI gratifie la Guinée d'un brevet pour sa contribution avec succès à ce projet de traitement oral de la maladie du sommeil validé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce titre de reconnaissance intellectuelle classe la Guinée première du continent de par la pertinence des résultats de ses recherches dans le domaine de la lutte contre la maladie du sommeil. Elle est suivie de la RDC. Le réconfort que j'ai par rapport à cela, c'est vraiment de voir que la Guinée bénéficie d'autres projets, n'est-ce pas, pour mener d'autres activités encore de recherche. Deuxièmement, ça met en position les jeunes que nous encadrons. Aujourd'hui, nous avons une jeune qui a porté effectivement ce projet, qui était investigatrice principale de ce projet, qui est en formation aujourd'hui grâce vraiment à une bourse de DNDI. Donc elle est partie faire un Master 2. Vous me permettrez de remercier au nom du président du comité de pilotage et de tous les membres du comité de pilotage, remercier nos partenaires qui nous ont permis aujourd'hui d'aller vers l'atteinte de l'objectif que l'on cherche, c'est-à-dire l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil en Guinée. Éliminer complètement la maladie du sommeil en Guinée d'ici 2030 est le nouveau défi des responsables du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et leurs partenaires. Et puis, la nouvelle équipe du service de santé des armées vient d'effectuer une tournée dans les structures sanitaires de la ville de Conakry et périphérie. Elle est allée faire l'état des lieux en vue d'offrir de meilleures conditions de travail dans ces établissements. Adjudant Oumar Kamara de la presse militaire.
faire l'état des lieux des structures sanitaires de la zone spéciale de Conakry. Tel est l'objectif de cette visite du terrain du directeur général adjoint du service de santé des armées. Elle intervient quelques jours après la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante des services de santé des armées. Dans ces unités, nous avons transmis les salutations d'encouragement et de remerciement de la part de la hiérarchie militaire à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que les différents médecins-chefs ont été donc invités à venir présenter un rapport détaillé des situations de leurs structures sanitaires en personnel, en matériel et équipement. Les hommes en blouse apprécient cette démarche des nouvelles autorités qui visent à insuffler une nouvelle dynamique à la direction de la santé militaire. À notre tour, on les promet, on tiendra notre engagement de prendre le service en main et de les montrer, nous sommes fiers et nous sommes d'accord avec eux. Cette visite me va droit au cœur parce que c'est presque une première fois un directeur général du service de santé des armées nous visite dans notre locaux pour connaître quels sont nos problèmes et quelles sont les réalités sur le terrain. On est ravis. Au cours de cette visite, le médecin-colonel John Moriba s'est entretenu avec l'ensemble du personnel de ces différentes structures sanitaires. Il a mis l'occasion à profit pour décliner les nouvelles orientations de sa direction. La première action sur instruction de monsieur le directeur général du service de santé des armées est de faire un diagnostic organisationnel, institutionnel pour parvenir à un plan stratégique accompagné d'un plan d'action prioritaire. La direction générale du service de santé des armées compte élargir ce genre de visite aux autres structures sanitaires des armées basées à l'intérieur du pays. Direction la mangrove, ce soir, nous levons le voile sur les travaux d'aménagement du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, financé à hauteur de 23 millions d'euros par l'AFD et le gouvernement guinéen. Cet appui permet d'augmenter les rendements du riz sur le littoral. Explication Fodé Camara. Fleuron de la coopération agricole avec l'Agence française de développement, le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove va toucher 40 périmètres dans 4 préfectures, Boké, Bofa, Dubreka et Forekaria. En tout, 7300 hectares doivent être aménagés pour améliorer la gestion de l'eau à la parcelle. On a commencé les travaux sur 1741 hectares. Les 1741 hectares ont couvert les 10 périmètres de Darabo, 7 périmètres de Darabo et 3 périmètres de Doubrou. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est parvenu quand même à sauver la campagne agricole. C'est vrai, les rendements ont augmenté parce qu'on est parvenu à fermer complètement le périmètre en le protégeant avec une digue de ceinture. Dans des périmètres autrefois abandonnés, comme ici à Koba Taboria, grâce aux digues de ceinture et autres travaux d'aménagement, les intrusions intempestives de l'eau de mer sont régulées. Les prémices d'une moisson prometteuse sont perceptibles dans les casiers. Un coup de pouce pour des petits exploitants agricoles qui pratiquent la riziculture traditionnelle de type familial. Nous pratiquons la riziculture des mangroves depuis des générations. Mais il y a 5 à 6 ans, nous avions cessé de travailler à cause des contraintes liées à la maîtrise de l'eau. Sauf cette année, grâce à l'appui de ce projet, nous avons relancé nos activités agricoles. Nous disons Dieu merci. Avec un rendement escompté de 4 tonnes à l'hectare, 4000 hectares sont susceptibles d'être opérationnels en 2022. 10 périmètres sont en cours de réhabilitation pour freiner les dégâts de la remontée saline. Aujourd'hui, les travaux de supervision de l'unité de coordination ont permis de déceler des insuffisances à corriger. Aujourd'hui, la mission de contrôle a repris effectivement. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de reprendre d'abord les implantations, revoir un peu le niveau d'exécution, le niveau des digues, le gabarit et la côte projet, si c'est atteint. Parce qu'au préalable, on avait constaté qu'il y a eu un tassement important entre les phases de projet. Principale innovation, après 9 générations de vannes testées par le projet en territoire de mangrove, le projet d'appui au système d'activité risicole
à installer au niveau des ouvrages de régulation des vannes à clapet en polyester, une matière plus résistante aux assauts des vagues dans ces rizières situées en front de mer. Ce combat pour l'autosuffisance alimentaire se passe aussi dans la préfecture de Farana. Par exemple, dans le district de Nora-Bendou, 30 hectares de riz sont mis en valeur par les imams de la Moyenne et Haute-Guinée. Réunis en association, ces leaders religieux s'engagent à combattre la famine dans leurs localités respectives. Cérémonie de récolte avec Moussa Bangora. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire, telle est l'ambition de ces imams de la Haute et Moyenne Guinée. Pour concrétiser ce rêve, ces leaders religieux ont mis en valeur un champ de riz de 30 hectares sur les rives du fleuve Mafou, à Nora, dans la CR de Bendou, préfecture de Farana. Nous avons décidé de s'investir dans l'agriculture. C'est ainsi que nous avons mis en valeur 30 hectares de riz. Pour mener à bien ces travaux champêtres, cette association d'imams sollicite l'appui des autorités pour l'obtention des outillages agricoles. Elle compte valoriser un domaine de 100 hectares l'année prochaine. C'est une première de voir les imams se regrouper pour faire une association agricole et réussir sur le champ. Ces imams que j'ai vus ici, ils donnent un exemple épatant du développement social, du développement économique. Je suis vraiment content, très ravi à la rencontre de Nora. L'initiative que les imams ont initiée, vraiment, nous sommes vraiment contents. Après ce coup d'essai, ces acteurs du développement rural comptent valoriser plus de 100 hectares pour la campagne agricole 2022. Lutte contre les violences basées sur le genre, les 16 jours d'activisme ont pris fin à Conakry. Plusieurs formes de sensibilisation ont été menées pour éradiquer ces pratiques qui persistent dans nos communautés. Le programme est soutenu par l'ambassade de Belgique en Guinée à travers l'Union européenne. Falilou Diallo, reportage. C'est le clap de fin sur la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le phénomène persiste toujours. L'ambassade de Belgique en Guinée accompagne le processus à travers des concours et autres représentations scéniques pour accentuer la croisade. Les actions et la sensibilisation plus spécifiquement liées au sujet des VBG ne se limitent pas évidemment à une période de 16 jours. Ils sont importants, ces 16 jours, mais ça ne suffit pas. Il faut prévoir ça aussi tout au long de l'année. Depuis l'arrivée du programme des labels, les gens commencent à dénoncer les cas de violence basés sur le genre. Même les mutilations génitales féminines sont maintenant dénoncées. Des projections vidéo et représentations de sketchs comme toi de la compagnie théâtrale La Muse ont conquis le grand public. Une manière pour cette représentation diplomatique et l'Union européenne en Guinée de renforcer les actions de lutte contre les violences faites aux femmes et filles dans notre pays. Malgré ces priorités et malgré nos efforts, la violence sexuelle et la violence basée sur le genre restent les violations des droits fondamentaux les plus répandues et tolérées au monde. 32% de la population féminine mondiale âgée entre 16 et 70 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans leur vie. 32%, une femme sur 3. Face à cette situation, le deuxième message qu'on doit tirer de ces jours d'activisme est que l'Union européenne et ses États membres doivent se lever en protection et défense des femmes et des filles. Cette journée dite de sensibilisation a été ponctuée par la remise des prix aux gagnants des différents concours organisés lors de cette opération. Déjà, l'application Couillé est mise en place, une solution digitale d'alerte créée par des jeunes Guinéens pour améliorer l'accès aux services sociaux de base aux victimes des VBG. Je vous le disais dans le titre, promotion des droits de l'enfant et de la jeune fille, les populations de Damaro dans Kérouané déclarent l'abandon de l'excision et du mariage précoce. Une déclaration rendue publique pendant la campagne de sensibilisation sur les VBG. Aboubakar Diaby et Jean Douanamou, RTG Cancan. Pour la promotion des droits de l'enfant, notamment les jeunes filles, les efforts du gouvernement guinéen et des partenaires s'intensifient dans la région administrative de Cancan. Plusieurs communautés sont amenées à un changement de comportement.
À Damaro, tout récemment, 20 villages ont déclaré publiquement l'abandon de l'excision et le mariage d'enfants, en présence des cadres de la direction régionale du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous n'avons d'autre objectif que de faire comprendre à nos camarades, à nos papas, à nos mamans et tous les acteurs sociaux que les pratiques de mutilation génitale féminine ou excision, le mariage d'enfants et la déscolarisation des filles sont néfastes, non seulement pour notre intégrité physique, mais aussi pour notre avenir éducatif et conjugal. Convaincu que la pratique de l'excision et du mariage d'enfants expose les filles et les femmes à des dangers liés aux conséquences et complications multiples et dangereuses et que, par conséquent, l'abandon définitif sauve des vies et construit mieux notre société. Dans cette sous-préfecture de Damaro, préfecture de Kérouané, les efforts sont consentis par l'UNICEF et les autorités locales pour lutter contre les violations des droits de l'enfant et de la femme. Les structures de protection sont mises en place pour la préservation du bien-être de l'enfant. Merci beaucoup l'UNICEF, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai trouvé sur le terrain et ce qui est proposé aujourd'hui, j'ai confiance que l'UNICEF va faire ça. Nous sommes quand même satisfaits de Damaro. Parce qu'à date, Damaro a 84 villages. Dans les 84 villages de Damaro, on a des structures de protection de l'enfant dans tous les villages. Donc on a couvert tout Damaro en structure de protection de l'enfant. Et en cette année, il y a eu 42 villages de Damaro qui ont fait la déclaration. Parmi les préoccupations du gouvernement guinéen figure en bonne place la lutte contre les violences basées sur le genre. Direction Zérekoré où se tiennent les assises pour la mise en place d'une architecture nationale de paix. C'est dans le cadre du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale. C'est un programme piloté par le PNUD. Mohamed Salou Paye, Lansé Kamsoko, Mohamed Lamine Diallo, RTG Zérekoré. Ils sont acteurs de paix des régions de Conakry et Zérekoré à se pencher sur la pérennisation des synergies de paix en République de Guinée. C'est au compte du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale. Discuter des questions de consolidation de la paix, de prévention des conflits et des violences dans votre région et par ricochet sur le territoire national. Une opportunité de renforcer le dispositif national de prévention et de résolution des conflits communautaires et électoraux, d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes à travers les activités de Hachimon à Conakry et optionnellement à Zérekoré. Le projet cible Conakry, la capitale pour la transformation des jeunes en acteurs de paix à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et la région forestière avec la consolidation des infrastructures de paix. On a l'obligation de travailler pour la paix, de se donner la main, de mettre de côté nos différends et d'agir sur nos points communs. Ces réflexions de Zérekoré devraient aboutir à la mise en place d'une architecture nationale de paix permettant à la Guinée de prévenir et de gérer efficacement tout risque de conflit à travers le pays. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de semaine.